Now about this last but very important panel. Each panelist will speak in their native language, but we do have simultaneous translation for all the sessions at the event, and headsets are available for free at the entrance of the room as in an Air Canada flight. So you have to go to the Swap Card app to get the access to that. Pour ce panel, chacun des panélistes s'exprimera dans la langue de leur choix, mais la traduction simultanée est disponible pour toutes les séances et des casques sont disponibles gratuitement à l'entrée de la salle, comme sur un vol d'Air Canada. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter notre modératrice pour cette dernière session, Chloé Sandervost, réalisatrice chez CBC Radio-Canada, ainsi que ses panélistes à venir nous rejoindre sur scène pour un panel intitulé « IA et culture, perspectives européennes, canadiennes et québécoises ». Cette session est à l'initiative de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles qui rassemble plus de 50 organisations culturelles partout au Canada. C'est plus de 350 000 créateurs et créatrices de près de 3 000 entreprises culturelles. La participation de la Coalition est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon, everyone. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer à plonger dans le lien entre l'IA et la culture, j'aimerais savoir, les personnes qui sont ici dans la salle, qui a déjà utilisé l'intelligence artificielle pour créer une image, une chanson, peut-être un poème. Est-ce que vous voulez lever la main, les gens qui ont déjà utilisé l'IA de cette façon? On a des mains levées par ici. Quand même une bonne représentation. On va pouvoir faire un lien entre cette utilisation de l'IA, entre les risques que Neil Thompson vient de nous présenter, avec des personnes qui ont une expérience de terrain, des artistes et des représentants des artistes, pour comprendre comment l'IA transforme la culture aujourd'hui, mais peut-être comment aussi la culture transforme l'IA. Ça va être un panel bilingue. This is a bilingual panel. On va explorer donc comment l'IA transforme notre culture. AI is transforming our cultural world. We will articulate creation, innovation, and regulation, and that sounds like a fun challenge. Tout ça en une trentaine de minutes parce qu'on va garder du temps pour vos questions à la fin. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Parfait. Alors, j'ai l'immense honneur de vous présenter Morija Kitenge Banza, qui est un artiste canadien d'origine congolaise de renommée internationale. Bonjour Morija. Bonjour. Ses œuvres ont été exposées à travers le monde, du Danemark au Maroc, en passant par l'Allemagne ou la France. Il a notamment été récompensé par le premier prix de la Biennale de l'art africain contemporain. Il est aussi le président du conseil d'administration de Culture Montréal. Margaret McGuffin. Hi, Margaret. Hello. She is the CEO of Music Publishers Canada and a champion for the creative industries. Her expertise spans research, policy development, and change management in the music sector. She's an advisor to Musicount, and she's passionate about copyright and promoting Canadian music worldwide. Marc Dumoulin, bonjour Marc. Bonjour. Marc est un expert en droit d'auteur et en politique culturelle européenne. Il est le secrétaire général de la European Composer and Songwriter Alliance. Donc c'est une organisation qui représente plus de 55 associations d'auteurs de musique en Europe. Marc a vraiment une compréhension approfondie du fonctionnement des industries créatives et une longue expérience dans les industries européennes. Donc vous voyez, ce qu'on va faire, c'est vraiment croiser des perspectives entre l'Europe, Canada et l'Afrique aussi, à travers la culture. Alors, pour commencer, une première question. Comment est-ce que l'IA est entrée dans votre vie et votre métier? Quel a été le point de départ? Margaret, how did AI enter your life and work? So I represent music publishers who invest in songwriters and songs, and it's been very interesting to see small and medium companies be able to use new databases and new AI-assisted programs that are allowing them, for example, to put all their songs from their vast catalogs into a system. And then a request will come in from a music supervisor who's looking for that right song for their next film, television,
or VR production, and they can type in keywords, drop in a similar song, and suddenly have an AI-assisted list of what the possible answer is for that pitch, and then go through on a human basis to then pick the right song and prepare their pitch. It's speeding things up and leveling the field for small and medium companies. But we're also seeing songwriters use AI in the studio. Digital audio workspace stations are using AI assists, and there are prompts on lyrics and different starters for songs that are being used on a regular basis. So you see a variety of uses of AI in creativity. Et Marc, comment est-ce que l'IA pour vous est entrée dans votre profession, dans votre parcours? Merci Chloé. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier évidemment All-in et la Coalition pour la diversité culturelle pour leur invitation. Pour nos membres, comme le disait Margaret, il y a en effet une utilisation depuis longtemps pour les compositeurs, les paroliers de l'intelligence artificielle pour leurs œuvres. Mais je crois qu'il faut distinguer là où l'intelligence artificielle contribue à la créativité et là où l'intelligence artificielle utilise les œuvres des auteurs à leurs dépens. Ensuite, pour nous, évidemment, en tant qu'association européenne basée à Bruxelles, l'intelligence artificielle est désormais notre première priorité. Nous étions concentrés beaucoup lors des dernières années sur la directive droit d'auteur de 2019, notamment pour améliorer les contrats des auteurs avec leurs partenaires contractuels, mais aussi sur la responsabilité des plateformes en ligne. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que tous les travaux sur l'IA me prennent beaucoup de temps aujourd'hui. Merci Marc. Et Moritja, comme artiste, comment est-ce que l'IA est entrée dans ton parcours? En fait, dans mon parcours, moi, j'ai fait entrer l'IA un peu de force parce que je me suis dit, elle est là, donc elle va exister, je n'y peux rien. Mais la première manière dont j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, c'était pour faire mes recettes de couleurs. Donc ça me facilitait avec ChatGPT, par exemple, de dire j'aimerais avoir ce mélange de couleurs, j'aimerais en avoir pour 2 litres. Au lieu de faire mes calculs de maths, donc c'était la première manière pour moi de me dire, tiens, j'ai cette recette de couleurs, je peux faire 2 litres d'un pot parce qu'il me donne exactement, et j'ai fait les tests pendant plusieurs fois et j'ai vu que ça marchait. Et une autre façon aussi que j'ai commencé à l'utiliser, c'était pour faire des recherches. Donc je me suis dit, tiens, si je peux faire des calculs avec mes couleurs, et des recettes, forcément, il peut m'aider à faire des recherches pour l'époque médiévale, parce que dans mon travail, je questionne beaucoup l'histoire, toutes les périodes politiques, et je suis vraiment fasciné par la période médiévale. Donc j'ai commencé plutôt à brainstormer avec l'intelligence artificielle. Donc j'ai commencé à l'utiliser de cette manière-là. Et une autre façon aussi, c'était de pouvoir, à un moment donné, écrire des histoires pour ma petite fille. Donc, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelait, je crois, Bedtime Story. Et j'ai commencé à tester, en fait. Donc, toutes les fois, ça a été pour un besoin. Comme disait tantôt, en fait, Marc, c'était pour essayer de l'utiliser comme un assistant qui pouvait vraiment m'aider à aller plus vite dans la recherche. Et puis aussi, j'ai un autre test qui était intéressant, c'était de dire, j'aimerais, pour cette toile, avoir un contraste de couleur ou un contraste de valeur de ceci quand je suis très fatigué par exemple, et là il me propose des choses et après je vais aller vérifier dans ma bible de couleurs en me disant ah tiens ça marche. Donc c'est de cette façon-là vraiment que j'ai commencé à l'utiliser comme artiste, mais jamais à mettre mes propres images dans l'intelligence artificielle. On va pouvoir parler de ces nuances-là, mais on entend beaucoup d'exemples de l'utilisation de ChatGPT. C'est la première fois qu'on me parle de recettes de couleurs. c'est original. Puis ChatGPT, effectivement, s'appuie sur un modèle d'IA parmi beaucoup d'autres. On peut quand même constater que depuis qu'il a été rendu public, il y a eu une accélération des discussions autour de l'intelligence artificielle en lien avec la culture. Vous avez sans doute vu aujourd'hui même, OpenAI a annoncé la sortie d'une nouvelle classe de modèles, le GPT-o1. Quel bilan est-ce que vous faites de ces 2 dernières années de discussions autour de l'IA et de la culture? Ou si vous deviez les résumer en un mot, où on en est aujourd'hui, Marc?
Je crois qu'après une période où c'est normal, on a été très impressionné collectivement par les progrès technologiques de l'intelligence artificielle et notamment générative, je pense qu'on est rentré dans une période où on est plus réaliste et où il y a un certain focus sur les risques pour les droits humains et la société et également pour les créateurs que nous représentons. Et pour nous, il y a deux risques, à la fois sur le point de vue de les œuvres qui sont ingérées par les entreprises d'intelligence artificielle, où je crois qu'il faut être réaliste, elles ont été ingérées sans consentement, sans transparence et sans rémunération. Et ça, pour nous, en tant que créateurs, c'est absolument inacceptable. Il y a aussi des risques sur tout ce qui est tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Et là-dessus, on le voit dans notre domaine, mais aussi plus largement dans le domaine politique, par exemple, où il y a un très grand risque sur ne plus être capable de distinguer ce qui est authentique ou pas, avec toute l'émergence des deepfakes. Et pour nous, c'est un point essentiel aussi, qui est important pour les droits moraux des créateurs et des artistes, et pouvoir faire en sorte que le public soit au courant de s'il fait face à quelque chose d'authentique ou pas. Donc, beaucoup d'enjeux que vous soulevez. Margaret, how do you think conversations around AI and culture have evolved in recent months? Maybe there's a word that would summarize that journey so far for you? I think it's speeding up quickly. Speeding up quickly, right? And everyone, I think different artists are feeling the impact at different points in this journey. We first see photographers and journalists, and then it moves to music at a later date. Many musicians are hearing about it or are part of the discussions. It may not be impacting their day-to-day life yet, but it's something that we're making sure as trade organizations and organizations that support artists that we're starting to have these discussions now so that we can look at future revenue streams, that we can look at how to make sure we're celebrating human artistry. And we will talk about these solutions that are emerging as we speak. Morija, un mot, une idée qui résumerait les derniers mois, comment les discussions sur l'IA et la culture ont évolué? Moi, je dirais polarisation. OK, polarisation. Polarisation parce que je pense que les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont dans leur réalité. Ils ne sont pas dans les réalités de chacune d'autres personnes, en fait. Donc, comme dans la vie aujourd'hui, si on regarde au niveau de la politique ou de la vie de tous les jours, on est chacun dans des bulles, au fait, dans leur propre réalité. Ma réalité en tant qu'artiste en art visuel, quelqu'un qui peut être, excusez-moi de le dire, quelqu'un qui peut être au MIT ou peu importe là où il peut être, n'est pas dans cette réalité quand je suis dans l'atelier, quand je dois travailler, ainsi de suite. Peut-être c'est très intéressant ce qu'il pense quand lui, il imagine comme moi quand je suis dans l'atelier, quand j'imagine mon œuvre et que je trouve « waouh, c'est génial ». Mais ça reste dans ma réalité. Et je trouve que quand je dis polarisation, c'est parce qu'on n'a pas eu des vraies discussions entre les personnes qui créent, les personnes qui veulent investir dans l'intelligence artificielle, et aussi qu'est-ce que ça va toucher si je pars plus loin. Aujourd'hui, je suis considéré comme un artiste canadien, mais quand j'ai utilisé l'intelligence artificielle, je l'ai aussi utilisé en tant que personne née au Congo, qui a vécu en Afrique, au fait. Et donc, si je pousse un peu plus loin, ben, ça reste encore dans cette idée de polarisation, ça reste encore dans une idée de l'Occident, de c'est quoi le monde, en fait. C'est comme ça que je dis, pour avoir utilisé en tout cas beaucoup, tous les modèles qui sortent, en tout cas, j'ai vraiment tout essayé de plusieurs façons. Le mot qui me revient, c'est polarisation. Donc la nécessité de créer aussi des occasions de rencontres. Tu parles de l'importance des discussions qui amènent des parties prenantes avec des objectifs différents aussi autour de la table. C'est ce qu'on a beaucoup vu en Europe ces derniers mois dans les discussions qui ont mené à l'adoption de la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Elle est entrée en vigueur tout récemment, c'était le 1er août. Donc c'est vraiment le premier cadre juridique sur l'IA au niveau mondial qui veut favoriser le développement, l'adoption de systèmes d'IA sûrs et fiables dans l'ensemble de l'Union européenne. Marc, en quelques mots, si on doit résumer ses points forts pour la culture et peut-être aussi ses points faibles. Alors, merci Chloé. Ces points forts, pour nous, c'est un progrès notable, cette loi sur l'IA qu'on appelle l'IA Act, AI Act.
et parce qu'il y a un certain progrès en termes de niveau de transparence. C'est-à-dire par là, il y a des obligations pour les entreprises d'IA générative de publier un résumé suffisamment détaillé des données qui sont utilisées et également à mettre en place des politiques pour respecter le droit d'auteur européen. Donc c'est deux éléments très importants que nous avons défendus et promus auprès des décideurs publics européens, et on a été entendu notamment par le Parlement européen qui a mis des amendements dans cette loi pour faire en sorte qu'il y ait cette transparence. Ensuite, on n'est qu'à une étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une application concrète de cette loi, avec notamment des codes de bonnes pratiques qui doivent encore être discutés et adoptés par la Commission européenne dans à peu près 1 an. Et c'est souvent là que ça devient plus difficile quand on passe des grands principes à l'application. Le diable est dans les détails, tout à fait. Donc c'est pour ça que nous appelons à beaucoup d'ambition politique par rapport à l'application concrète de cette loi, avec un très haut niveau de transparence qui permette aux auteurs, interprètes, titulaires de droits de faire respecter leurs droits. Hélas, la Commission européenne, aujourd'hui, elle a tendance à placer sur le même niveau la confidentialité des données d'un côté et le respect du droit d'auteur de l'autre. Et on appelle aussi les politiques à voir la réalité en face. La réalité en face, aujourd'hui, c'est que pratiquement tous les contenus disponibles sur Internet ont déjà été ingérés. Donc il faut voir comment on va réparer ce péché originel, si je puis dire. Il y a aussi, mais pour nous, la loi sur l'IA, le problème, c'est qu'il y a eu une exception au droit d'auteur en 2019, l'exception fouille de données, qui normalement ne devrait pas s'appliquer, mais qui a été utilisée par les entreprises d'IA générative pour pomper, si je puis dire, les œuvres des auteurs sans leur consentement, et ce, en toute opacité. Donc il reste beaucoup de travail à faire sur cette exception et sur l'application concrète de cette loi sur l'intelligence artificielle. Merci. Margaret, so the European AI Act came into force on August 1st. Mark just addressed its strengths, but its challenges as well. What can we learn from it? What can Canada learn for its own AI regulation regarding AI and culture when we look at the European experience? Well, as what I've already been saying, that we still need to celebrate human artistry, and that's the core of what we're doing here. The cultural and the creative sectors are an economic driver of this country, as well as being our heart and soul. Mm-hmm. And we believe that the Copyright Act in Canada is robust. It's ready to take this on, that we want a market to develop where creators are paid and compensated. And but there needs to be a right of consent that is already in copyright, and we want to work on models that make sure that the creators are paid, that they continue to thrive, and that the companies that invest in them continue to be a major exporter of this country. For my independent members, 80% of their value is derived from Canadian songs and scores traveling around the world, and that will continue, and there's lots of new opportunities. But in Canada, we need transparency. We've seen it started to be dealt with in the EU. We've seen that develop. We need to know what models have been scraped, what have been trained. We know that every song in the world has already been scraped and is being used for training. We want to have accountability and be able to make sure that people are paid for their human artistry and that it is centered to what's happening. We also believe that that this is global in nature, and so we need to make sure that Canada is playing a key role as a voice on culture internationally, and we know that this will be a subject of discussion at the G7 in just a couple weeks.
Morija, comme artiste, comment est-ce qu'on voit ces discussions justement sur les demandes de transparence, la question de l'utilisation des données d'entraînement? Qu'est-ce qui retient ton attention dans ces discussions? Moi, ce qui retient mon attention dans ces discussions, pour être honnête, c'est la question de l'argent, en fait. Parce que si l'intelligence artificielle ne faisait pas d'argent, on n'aurait pas cette discussion. J'utilise ChatGPT pour faire mes mélanges de couleurs, mais je paye un abonnement. Quand j'utilise Bedtime Story, je paye un abonnement, en fait. Tout ce que j'utilise comme intelligence artificielle, je paye un abonnement pour avoir plus de possibilités. Mais ces intelligences artificielles, si elles osaient utiliser mes données, ne vont pas me rembourser de l'argent. Tandis que moi, je vais payer de l'argent, le gouvernement va investir. En fait, c'est toujours la question de se dire, dans ces discussions, comme je disais au début, on n'est pas présent dans ces discussions, donc on ne comprend pas ce que ça implique en termes de travail pour nous, c'est que ça implique aussi en termes de... Tantôt, le speaker qui a parlé avant nous, on a parlé de répercussions de perte d'emploi, au fait. Il n'y a pas une façon de réfléchir à tout cela parce que, évidemment, ces entreprises pensent comme des entreprises, c'est-à-dire qu'on investit de l'argent. Si, admettons, on va perdre 10% et que ça ne va pas vraiment déranger l'entreprise, ce n'est pas grave pour eux. Sauf que ces 10% qui sont des risques, si on peut le dire, pour nous, c'est comme 60% de risques. Donc, parce que nous, on pense... On n'est pas seulement un entrepreneur, mais on est aussi des gens qui vont nourrir la culture d'une société, au fait. Et moi, l'exemple qui me revient souvent en tête, c'est de dire, si, admettons, si l'intelligence artificielle avait été créée par la Chine seulement, et qu'elle devait piquer toutes les données des pays occidentaux et d'autres pays sans que ces pays en profitent, qu'est-ce qu'allait être la discussion vis-à-vis de ce pays qui avait une intelligence qui permettait d'avoir tous les données, en fait. C'est la question du rapport de force. Exactement. C'est la question, pour moi, en tant qu'artiste, c'est la question de rapport de force que je vois, qui n'est pas égal et que souvent... C'est triste à dire, mais beaucoup des gens qui créent toutes ces entreprises ne comprennent pas quand on parle de ce rapport de force-là. Je suis content d'utiliser ChatGPT pour mes mélanges de couleurs. Franchement, ça me facilite la tâche et je suis vraiment heureux de le faire. Mais derrière, il y a toute une problématique. Puis quand on parle justement du text and data mining, la fouille de données, une des solutions qui est proposée, c'est celle du opt-out. En quelques mots, Marc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, quelles sont les promesses, mais peut-être aussi les limites de cette approche? D'accord, je vais essayer de revenir rapidement sur donc, cette exception text et data mining, fouille de données, de 2019. Elle a été adoptée dans la directive droit d'auteur de 2019. Évidemment, 2019, c'était il y a 5 ans. Et c'était un moment... Une éternité. Une éternité, exactement. Et un moment où l'intelligence artificielle générative n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à l'époque, cette exception était perçue comme nécessaire pour améliorer, par exemple, la recherche dans un objectif de politique publique. Les décideurs politiques qui l'ont adoptée ont tout à fait admis qu'elle n'était pas censée s'appliquer à l'intelligence artificielle générative à des buts commerciaux. Et pour nous, elle ne devrait pas s'appliquer parce qu'elle n'a pas été conçue comme telle. Et si vous regardez ce texte, cette directive de 2019, il n'y a pas une seule fois le terme intelligence artificielle. Donc ça a été utilisé a posteriori pour justifier ce qui avait été fait. Et pour nous, ça ne devrait pas être le cas. Ensuite, il y a évidemment des exceptions au droit d'auteur qui sont tout à fait légitimes. Par exemple, pour la liberté d'expression. On a le droit de faire une parodie. On a le droit de citer. Il y a des exceptions prévues pour les bibliothèques, par exemple. Toutes ces exceptions, elles sont dans un sens légitimes parce qu'elles visent à un équilibre entre différents objectifs de politique publique. Mais pour nous, ce n'est pas du tout le cas de cette exception fouille de données. Et en effet, comme vous le disiez, elle est liée à un mécanisme de réservation de droits. Donc le opt-out. Le opt-out, qui en fait ne fonctionne pas. C'est-à-dire que pour nous, si je demande à tous mes membres, musiciens, compositeurs, s'ils ont déjà pu réserver leurs droits de manière efficace, ce n'est pas du tout le cas.
Donc pour nous, c'est presque une blague, ce mécanisme de opt-out. Et il ne respecte pas le droit d'auteur, dans le sens où il y a un test en 3 étapes qui est reconnu par tous les traités internationaux, y compris auxquels le Canada est signataire, et qui dit qu'une exception ne doit pas être en conflit avec une exploitation normale de l'œuvre et porter préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur. Et pour nous, c'est évidemment le cas avec cette exception, qui donc entraîne une grande insécurité juridique et qui porte préjudice à tout le secteur de la culture et à tous les créateurs. Donc je ne peux que déconseiller, en tout cas au gouvernement du Canada, de s'engager dans cette voie. Margaret, we just discussed text and data mining with Mark, and he just said that opt-out is probably not a good avenue that we should explore in Canada. What do you think? Because consent is key. Opt-in is the center of what we want to see. There needs to be a choice in terms of who you are associated with and how your music and your songs are used. Do you think opt-out is an effective mechanism, or is it no? No, it absolutely doesn't work, and we've seen that over the last 10 years in different licenses we've seen in the digital space. That's a continuation of a conversation we've been having for a long time. This is not new. Mm-hmm. And our companies and our organizations that represent songwriters and publishers, they're tech companies. They deal with billions of lines of data every day. They know how to make sure data is licenses are issued and that data allows for prompt payment. Mm-hmm. And music publishers as well have an expertise in developing licensing solutions. Absolutely. Well, creativity is at their heart. They also are tech companies, and they're investing in AI solutions going forward too. Mm-hmm. Alors, on parle de l'importance des données pour la propriété intellectuelle, mais un autre enjeu central, c'est la diversité des expressions culturelles. Morija, un petit peu plus tôt, tu parlais de ce qui pourrait se passer en Asie, de la surreprésentation des données occidentales aussi, par exemple, dans les ensembles de données. Est-ce qu'il y a des constats que tu as pu faire, toi, dans ton utilisation des modèles d'IA au niveau de la représentation de différentes cultures, de différentes expressions culturelles? Mais si je prends mon exemple, je vais prendre mon exemple particulier parce que j'ai fait beaucoup de tests avec, avec les histoires. Quand je demande qu'on me raconte une histoire qui se passe dans la ville de Kabalo, qui se trouve au Tanganyika, au machin. Au début, l'IA, il ne connaît pas, au fait. Mm-hmm. Il me donne une autre histoire et ça ne marche pas. Et au fait, à force, moi, de le faire, et à un moment donné, il va aller chercher les données, je veux voir qu'il va aller chercher les données. Et puis, il y a toute la question, dans mes œuvres, j'utilise aussi, il y a toute la question des masques qui sont volés, au fait, pendant la colonisation, qui se retrouvent dans les musées à l'étranger, où tout justement, là, on ne paye jamais les droits d'utilisation d'images, donc ça, c'est encore une autre question. Et quand on va un peu aller fouiner plus loin, il y a beaucoup de choses qui manquent, où il y a des choses qui sont dans les données que l'intelligence artificielle utilise, qui sont des choses qui ont déjà été, révisitées parce qu'il y a un problème par rapport à l'histoire. Et comme l'IA se sert, je pense, je ne connais pas toutes les bases de données dont ils se servent, donc les bases de données sont aussi incorrectes par rapport aux informations qu'elles peuvent donner sur l'histoire de certaines parties du monde ou sur l'histoire de certaines cultures. Et des fois, ça me fait rigoler parce que je me dis qu'à la base, c'est parti d'une belle idée, de se dire on va créer quelque chose qui va aider, qui va donner les possibilités. Et pour être un peu, je vais être un peu taquin avec ce que je veux dire maintenant, c'est un peu comme la colonisation, c'était parti d'une bonne idée. C'était de dire on va aller civiliser et puis humaniser les gens, mais bon, on connaît la suite. Donc, pour moi, des fois, je fais un peu ces références-là parce que les bases de données qu'on utilise, ce sont les bases de données souvent qui ont été pensées ailleurs. Donc, comme aujourd'hui, l'intelligence artificielle avance tellement vite. Moi, j'ai des discussions avec des gens qui vivent au Sénégal, à Abidjan, à Kinshasa, qui l'utilisent et les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Ah, mais c'est comme si on n'est pas vraiment représenté. J'ai dit, bah oui, mais c'est normal, vous n'avez pas mis l'argent dedans pour être représenté. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça aussi qui est intéressant et c'est comme ça que je parlais de polarisation.
en disant c'est vraiment une bonne idée. Je ne dis pas qu'il faut qu'on arrête d'utiliser. Il n'y a aucun artiste qui va vous dire aujourd'hui arrêtez d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais la question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut avoir une bonne discussion. Et c'est sûr qu'on ne va pas demander des parts dans les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle, mais on veut juste qu'on nous rémunère et qu'on soit aussi représenté correctement en tant que citoyen d'une partie du monde dans ces données-là en fait, qui sont utilisées. C'est être partie prenante, essayer d'éviter de reproduire ces biais. Margaret, Morija just addressed the issue of biases in data sets. How do you see that challenge? It's something we think about a lot. When you listen to music now, only 6.5% of the songs you're listening to are produced by women right now, at this very time. If we use those data sets that reflect what we're listening to now, we're importing those biases that have been there and that we're addressing every day. We're really excited to in our organization, run a Women in the Studio accelerator for mid-career songwriter producers that are reaching that next stage of their career, so that we break that number and we start moving to more women writing songs and producing, because you hear a different song when you have a woman in the studio with you who is seeing your vision in a very different way. And we need to make sure that we have a diversity of voices in the studio and in our future AI, generative AI applications. On va poursuivre la discussion dans quelques instants avec vos questions. Si vous voulez déjà lever la main, si vous avez des questions, il y a Pablo qui va venir vers vous avec un micro. Mais Marc, continuons de parler justement de cette question de la diversité des expressions culturelles. La France, on le sait, est pays d'honneur à All-In cette année. C'est un pays qui a joué un rôle de leader sur la question de l'exception culturelle aux côtés du Québec, du Canada. Comment penses-tu que la France se positionne aujourd'hui face au développement de l'IA, discussion qui entoure son encadrement, en gardant en tête cette question de l'exception culturelle? Alors, pendant les discussions sur la loi sur l'intelligence artificielle au niveau européen, le gouvernement français, je dirais, a plutôt fait le choix de se concentrer sur le développement industriel de l'intelligence artificielle. Mais il faut se rappeler que cette législation, et c'est peut-être un des problèmes pour la culture, cette législation a une application horizontale à tous les secteurs. Et c'est là que je pense que la question, que ce que disait Morija, et la question est très intéressante, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la question de la diversité culturelle et de l'intelligence artificielle. Parce que par exemple, si on prend, je ne sais pas, le secteur du transport, de la médecine, de la science, que je connais assez mal, mais j'ai l'impression que le but recherché, c'est l'efficacité. Dans la culture, qu'est-ce que ça veut dire, l'efficacité? En fait, on ne peut pas avoir la même approche pour la culture que pour le reste des secteurs. Et pour vous donner un exemple, les œuvres culturelles sont considérées aujourd'hui par l'intelligence artificielle très souvent comme une donnée comme les autres. Si je prends l'exemple, est-ce que par exemple on peut réduire l'interprétation de Céline Dion aux Jeux Olympiques de Paris ou un film de Xavier Dolan à des données? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à une exception, une sorte d'exception culturelle face à l'intelligence artificielle également? C'est pourquoi je crois que le combat pour l'exception culturelle, il a toute sa place, en tout cas dans les débats sur l'intelligence artificielle générative. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, on a une question ici. Est-ce que Pablo... merci, juste ici. On va prendre une question rapide, réponse rapide aussi. Et on a une autre question. Merci, Marc. Thank you, Margaret. Vous pouvez vous présenter si vous voulez. Bonjour, hi. Mon nom c'est Charles Duèche et j'ai une question juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. I'm going to ask it in English so most people will understand. How do you propose to put a limitation towards identifying what is culture related? Because it's true that any type of artwork is just data for OpenAI. It is just data. There's numbers and you could just collect them, put it in a CVS form and treat it. So how do you want to protect this? I only see the blockchain option and no other. So. I think that's where the transparency of the training set becomes so important.
as tech companies, you should be able to solve how that data can be easily transparent and can be licensed. Marc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, mais alors pour nous, en effet, la transparence est au centre. Ensuite, il faudra. Enfin, moi, j'imagine que les entreprises d'IA générative savent ce qu'elles ont collecté comme données. Et donc là, il y a des mécanismes pour demander la permission aux auteurs et aux artistes-interprètes et aux titulaires de droits. Je vais faire la gardienne du temps. Il nous reste moins de 3 minutes. Je pense qu'on avait une question par ici. Si on peut avoir le micro, s'il vous plaît. Ou sinon, vous pouvez parler très fort. Je vais répéter après, oui. Je voulais savoir s'il y avait déjà des pistes pour ces méthodes de rémunération. Parce qu'aujourd'hui, comme nous, on s'inspire pour faire de la musique, de la peinture, d'œuvres, moi, je rémunère personne. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pistes pour la rémunération pour les artistes, pour tout ça? Parce que la musique, il y a des sortes d'abonnements, là, il y a des petits bouts. Et là, Donc, quelles sont les pistes pour la rémunération des artistes? What solutions do we have to pay the artists in the frame of AI? Alors, quelques secondes. Oui, pardon. Je dirais qu'il y a des solutions avec des licences basées sur les œuvres ingérées, mais on pourrait aussi penser à des solutions basées sur le contenu généré par l'intelligence artificielle. I think the first step is to be sitting down. Often when we have these conversations, people ask me that question, and I said, well, no one's ever actually sat down and asked the rights holders and the artist how they want to get paid. Et ça ramène à ce que Morija disait plus tôt, hein, l'importance de créer aussi ces occasions de rencontres. On arrive à la conclusion de ce panel. Alors, en terminant, regardons vers l'avenir. Let's look at the future. Quand on parle d'IA et de culture, qu'est-ce que vous allez surveiller dans les prochains mois? What will be in your radar? Marc? Alors, nous, on va surveiller tous les développements au niveau européen. Évidemment, il y a une nouvelle Commission européenne qui va se mettre en place, un nouveau Parlement européen, et on va essayer de les sensibiliser à l'importance de, encore une fois, la transparence, la rémunération et le consentement. Donc, prendre le bâton de pèlerin puis continuer les discussions. Margaret? I'm looking at the opportunity for collaboration and creativity. We learned so much actually in COVID, where creators from around the world started collaborating in ways they had never done before. And so AI gives that opportunity. We find many songs these days are written by 5, 6 different songwriters and producers. And the new creativity that's coming out of there is exceptional. And where we can start working around the globe on that with AI, that has great opportunity. Thank you. Et Morija, en quelques mots? En fait, je soutiendrai les 2 points, en fait, de la transparence, de voir la question des droits d'auteur, et puis éviter aussi qu'avec les AI, que ça devient très homogène, en fait, parce qu'on reprend les mêmes choses, le même style, mais la question de la transparence et de la régularisation, en fait, pour voir comment est-ce qu'on peut payer. On peut s'inspirer de la question des droits des suites, pour payer, comme on a fait avec le droit de suite, pour payer les artistes. Enfin, il y a beaucoup de possibilités si on veut payer les artistes. Donc, une ode à la collaboration, puis à la diversité aussi, qui était au cœur de notre discussion. Merci beaucoup à tous les 3. Thank you. Merci à toute l'équipe d'Olin de nous avoir accueillis. Merci au CEMIA et à la Coalition pour la diversité des expressions culturelles qui a organisé cette discussion. Je sais qu'il y avait encore des questions dans la salle, alors on va pouvoir continuer à en parler tous ensemble. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne et à toutes les personnes qui sont présentes pour votre écoute, pour votre curiosité. On continue ces discussions autour de l'intelligence artificielle et de la culture. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much for this super interesting discussion. Merci Chloé, Morija, Marc, Margaret pour cette discussion vraiment très importante. Ceci met fin à la programmation de l'Agora, donc pour la journée. Merci d'avoir été présent pendant ces 2 jours. Je vous invite donc à vous déplacer vers la scène forum pour la session de clôture de All In et bon retour.